Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. L'opération citoyenne Gilets jaunes en France restera dans les annales des peuples comme un mouvement qui a forcé les carcans de l'expression politique ordinaire. Plus qu'un événement majeur, c'est un mouvement quasi révolutionnaire, dans ce sens qu'il a suscité un nouveau paradigme de la contestation politique, dans le sens qu'il s'est passé des habituels canaux de représentativité politique, dans le sens qu'il s'y est substitué, alors qu'il l'a fait, pour ainsi dire, en marchant, sans même une consultation laborieuse et préalable de ses membres, les uns avec les autres. Et pour cause, puisque aujourd'hui, nous constatons tous que ce mouvement ne pêche que par une absence criante de leader. C'est un mouvement purement populaire. Et c'est cela le plus extraordinaire. Extraordinaire à prendre dans son sens le plus littéral. Voici des centaines de milliers de gens, parmi les plus touchés par certaines mesures du gouvernement français, qui se servent des réseaux sociaux et seulement des réseaux sociaux pour convenir d'une réaction collective. Cela avait commencé avec l'annonce du gouvernement de hausse des prix du carburant du fait de nouvelles taxes supplémentaires. Des blogueurs ont tout aussitôt investi les sites Facebook et Change.org, un site de pétition, où une pétition justement fut proposée qui recueillit en un court laps de temps près d'1 million de signatures. Des citoyens et d'autres se mirent à faire des propositions et d'autres, et celle d'organiser des blocages, chacun près de chez soi, des blocages de la circulation, fut retenue. L'initiative fit très vite boule de neige et entra en action dès le 17 novembre, de façon quasi routinière, pour atteindre le maximum d'organisation le samedi d'après, puis chaque samedi. L'événement prit une ampleur que personne n'avait imaginée, encore moins espérée. Puis, passant du blocage de la circulation à la manifestation des rues, le mouvement des Gilets jaunes éclata dans plusieurs grandes villes françaises, et tout particulièrement à Paris, où il explosa jusqu'à menacer de paralyser la vie politique française, et pas seulement la vie politique. Les Gilets jaunes ont soulevé un énorme élan de sympathie, mais aussi de solidarité, malgré l'intrusion des casseurs et des extrémistes de gauche, comme de droite d'ailleurs. De nombreux partis politiques, syndicats, politiciens, artistes et intellectuels en tout genre lui apportent désormais leur soutien. L'État français, dont la première réaction confinait presque au mépris, n'eut pas d'autre choix que de suspendre les mesures qui avaient mis le feu aux poudres. Et il offrit publiquement de recevoir les représentants des Gilets jaunes pour négocier avec eux de tout ce qu'ils souhaitent mettre sur la table. Nous en sommes là aujourd'hui. Et la France entière est suspendue à la décision des Gilets jaunes de savoir s'ils accepteront de suspendre leur mouvement ou de la poursuivre. Cette nouvelle forme d'expression politique a déjà fait des émules, puisque le mouvement s'est propagé à plusieurs pays européens et même en Tunisie, avec des variantes et d'autres. Cet événement est donc en soi un très grand succès, mais encore plus puisqu'il vient d'inaugurer une nouvelle forme de contestation politique. Pourtant, et il est très important de le préciser, c'est en France que ce mouvement est né, dans un pays où, toute proportion gardée, les partis politiques ne sont pas le FLN, le RN des TEJ. Les syndicats ne sont pas le JTA. Les politiciens ne sont pas Ould Abbas ou Yahya Ammar Ghoul. Les généraux français ne sont pas autorisés à faire de la politique. La séparation des pouvoirs y est consacrée. Et le président de la République n'a pas fait 20 ans de mandat. Et il n'est pas un invalide qui n'a pas parlé à son peuple depuis 6 ans.
Le président français ne sert pas de façade à une mafia qui règne en son nom, où les grands noms du capital ne sont pas Haddad et compagnie. Les journalistes ne sont pas jetés en prison parce qu'ils ont fait des révélations sur des scandales. Aucun journaliste français n'est mort en prison. La grande corruption n'y est pas l'activité principale de tous les grands commis de l'État. La presse française ne s'auto-censure pas pour avoir sa gamelle publicitaire. Et il n'y a pas en France de prisonniers politiques depuis plus de 20 ans. Les jeunes Français ne se jettent pas à corps perdu à la mer pour tenter de rejoindre les côtes maghrébines. Les frères de Macron ne sont pas autorisés à diriger le pays et à le piller. Le terrorisme n'y est pas un fonds de commerce pour généraux qui l'utilisent pour rester au pouvoir. Les politiciens français ne vont pas en Algérie pour se soigner pendant que leurs compatriotes meurent dans des hôpitaux mouroirs. Les villes françaises ne sont pas des dépotoirs où personne ne peut y construire comme il veut sa propre bidon villa, etc., etc., etc. Il n'y a pas de macro des plages, il n'y a pas de parkingers, les magistrats ne sont pas tous corrompus, et des tas de choses. Mais c'est cela qui fait que le mouvement des Gilets jaunes est tout à fait extraordinaire. Et qu'en France, les élections ne sont pas l'objet systématique de fraude et de bourrage des urnes. Les élus, du maire au président, en passant par le député, sont réellement représentatifs de leurs électeurs. Pourtant, des Français ont décidé que ces élus ne le représentaient pas. Ils ont décidé que la démocratie n'est pas seulement la moitié du suffrage plus 1, mais le droit de se rassembler en fonction de ses propres aspirations, de ses propres revendications, et d'exiger d'être entendu en dehors des institutions constitutionnelles. C'est cela, le formidable exploit qu'ont réussi les Gilets jaunes. C'est cela, l'annonce de lendemain prometteur pour des pays comme le nôtre, dont les seules institutions sont celles contrôlées par la mafiocratie régnante. C'est cela, la hantise du régime algérien, qui a une peur bleue de ces gilets jaunes et qui, en guise de gilet, ne nous permet que le gilet pare-balles contre les mitrailleuses des généraux, comme en octobre 88, ou le gilet de sauvetage pour ceux qui veulent tenter la harga. Parce que ce régime a toujours su retourner la violence contre le peuple et parce qu'il a réussi à pousser les jeunes à l'exil plutôt qu'à la contestation. Mais après l'hiver de l'oppression, viendra le printemps des gilets. Aujourd'hui. Afrique, la tribune. Gilets rouges au Burkina Faso. La parade du gouvernement face à la fronde contre la hausse des prix du carburant. Par Ibrahima Bayo. Africa Manager. Les Tunisiens s'inspirent de la France et colorent leurs gilets en rouge. Par la rédaction. Observe Algérie. Ahmed Yahya appelle à réprimer les manifestations. Par Khaled Bel. Le gilet s'invite au printemps des peuples. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ancien dirigeant du MDA. Merci, c'est Brahim d'être avec nous. Merci à vous. Merci de m'inviter. Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci, Saïd, d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal. Nazim Taleb du mouvement Rachad. Merci, Nazim, d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Brahim Younsi, comme je l'ai dit dans mon édito, en France, on serait attendu à ce que les gens demandent à leurs représentants légaux, et Dieu sait qu'en France, normalement, toute proportion gardée, les élections ne sont ni truquées, ni... Donc les députés représentent vraiment les gens. Pourquoi, donc, les Gilets jaunes ont-ils refusé de se faire représenter par ces gens et ont-ils décidé de s'adresser directement et de façon très forte au pouvoir ? D'ailleurs, le slogan des Gilets jaunes, c'est celui-là. Le peuple n'a ni raison ni tort, il décide. Cela tout veut dire. Parce qu'il y a une crise profonde du régime. Une crise profonde du régime. Oui. Les Gilets jaunes veulent passer de la souveraineté nationale, parce que les représentants représentent la souveraineté nationale, tout à fait,
à la souveraineté populaire. Ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas une auberge espagnole, la souveraineté populaire, où on peut fourrer tout ce qu'on veut? Pas forcément. D'accord, expliquez-nous parce un peu que la différence. Vous avez la différence, c'est que dans la souveraineté populaire, le peuple agit directement. Oui. Ou s'il a des représentants, et il a des représentants, ils ont des mandats impératifs. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont un mandat qu'ils doivent respecter, et ce mandat, ce sont leurs électeurs qui leur disent ce qu'il faut faire. Par exemple, un exemple, on leur dit de ne pas voter pour la peine de mort. On va leur dire de ne pas voter pour l'avortement. On va leur dire de ne pas voter pour le mariage pour tous, etc. etc. Mais généralement, c'est le cas, parce que le candidat, quand il se présente à la législature, généralement, il a un programme. Il a un programme, mais voilà ce que je vais faire. Mais il n'est pas impératif. Ah, ça veut dire, c'est le contraire d'avoir un programme. On lui dicte un programme. Oui, bien, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Il va leur signer, promettre, plus que promettre, oui. Qu'il ne voterait pas pour ceci, qu'il voterait pour cela. Et il doit s'en tenir. D'accord. Et si jamais... Il a une feuille de route. Si vous voulez. Oui, d'accord. Mais le mandat est impératif. OK. Voilà. D'accord. On appelle ça comme cela. D'accord. Le mandat est impératif. Mais si jamais il votait, par exemple, pour la peine de mort, alors qu'il a promis de ne pas le faire, il est récusé immédiatement. Ah. Il s'en va. Par qui? Comment ça se passe? Par le peuple. Et il doit y avoir une procédure. Bien sûr. Ouais. On est dans une autre souveraineté. Oui. Chaque député, chaque représentant a un mandat impératif qu'il doit absolument respecter. D'accord. Très intéressant. Mais j'imagine que ça n'a pas été le cas des Gilets jaunes. Non. Ils n'ont pas été dans cette vision des choses. Non, les Gilets, si. Ils sont dans cette vision des choses. Vous pensez qu'1 million de signatures en l'espace de quelques jours, c'est 1 million de personnes ont tous pensé, comme vous êtes en train de nous dire, bien sûr, du mandat impératif, de la souveraineté populaire? Bien sûr, ils l'expriment, parce qu'ils remettent en cause un régime. D'accord. Ils remettent en cause une démocratie. Ils remettent en cause un système, un régime politique. D'accord. C'est ce qu'ils remettent en cause. Il y a un problème parlementaire. Il y a une crise profonde du parlementarisme tel qu'il existe jusqu'à maintenant. Vous voulez dire en France? Bien sûr, en France. D'accord. Bien sûr, mais on le voit ailleurs. Oui. Il y en a d'autres pays, en Italie. Mais nous, Algériens, entre autres, nous sommes tellement obsédés par ce qui se passe chez nous en termes de représentativité. On sait comment sont élus les députés, qui ne représentent rien, comment sont les trucs et les élections, que le système parlementaire français nous semble quasiment idéal. Ce n'est pas le cas, c'est loin d'être le cas, selon vous. Le système parlementaire algérien? Oui. C'est-à-dire, moi, Algérien, je crois que... je vis en France, j'ai vite fait de faire la comparaison. Je me dis, ici, les parlementaires sont vraiment élus. Ils représentent vraiment les gens qui les ont élus. Ils rendent compte à leurs électeurs au marché, au café, au bar du coin. Ils essaient de rendre compte. Ils ne rendent compte sur les résultats du gouvernement. Oui. Parce qu'en général, les députés qui appartiennent au parti de la majorité, si le gouvernement travaille bien, en général, ils sont réélus. Mais sinon, ils sont sanctionnés à la fin de leur mandat. Ils ne sont pas réélus. Oui. Il y a une sanction qui oui, absolument. Une sanction. Oui. Ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe en France, me semble-t-il, c'est que ça vient d'une histoire. Par exemple, au XIXe siècle, la France a connu le boulangisme. Oui. C'est quasiment le même phénomène. Des mouvements de foule. Des mouvements de foule, et vous avez des partis qui se sont greffés. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Oui, en plus. Ouais. Hein, donc cela a dû nécessiter une certaine organisation. Oui, mais ça s'organise toujours après. Mais vous avez toujours des gens, j'allais dire des troubadours ou des gens qui partent de village en village et qui annoncent, qui vont etc. Dans les bistrots, et qui annoncent les choses. Ouais. Mais la France a déjà vécu ça une première fois, notamment au XIXe siècle, avec le général Boulanger. On appelait ça le boulangisme. Oui. Et là, c'est-à-dire que ce que posent les Gilets jaunes, c'est aussi le populisme, le peuple contre les élites. En effet. Et ça se pose de cette façon-là. Les Gilets jaunes représentent les travailleurs. Mais le populisme est généralement perçu sous son aspect le plus péjoratif. Il est perçu dans son acte parce qu'il rejette les élites, il rejette le système, et ils le disent. Nous voulons décider. Le peuple n'a ni raison ni tort, il décide. C'est-à-dire que c'est lui qui...
Saïd Aknine. qui prend la décision. Saïd Aknine. En l'espace de quelques jours, 1 million de signatures, des gens qui n'ont pas de direction unique, qui n'ont même pas de direction locale par ailleurs, dans les villes, ou à peu près, et qui réussissent la gageure de bloquer quasiment la circulation dans toute la France, puis d'organiser des manifestations dans les villes, puis surtout à Paris, où malgré l'intrusion des casseurs, des extrémistes de droite et de gauche, de certains pillards ou pilleurs, ou je ne sais pas comment on peut les qualifier, le mouvement a quand même réussi à faire reculer l'État français qui, aujourd'hui, parle de moratoire, hein, pour laisser un peu de place à la pudeur. De moratoire sur les taxes, ça veut dire qu'il les suspend. Comment expliquez-vous cette formidable mobilisation? Parce que nous n'allons pas nous y attarder pour revenir au cas de nos pays respectifs. Encore une fois, merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs. Moi, je commence par une citation de Mouloud Mammri. Oui. Qui disait « Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on rentre trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire, dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes, le plus énorme incendie. » Ouais. Je pense que cette citation, à elle seule, suffit pour expliquer les raisons objectives de l'existence de cette dynamique sociale. Et cette dynamique, bien qu'il y avait des précédentes ici en France, parce que toutes les sociétés sont traversées par une mémoire collective, un pensée collectif et une aspiration collective. Il y a eu surtout mai 68. Hein. Il y avait effectivement mai 68, ouais. Il y avait en 1984 un mouvement des étudiants, il y avait plusieurs mouvements, d'ailleurs tout à l'heure on discutait avec M. Mouvement des banlieues, tout à fait. Même avant ça, il y avait des mouvements, il y a un peu de ça, y compris dans la Révolution. Mais pas avec une telle organisation française. Pas avec un tel succès, j'allais dire, une telle efficacité. Effectivement. M. Nsi disait tout à l'heure, d'ailleurs, comme le dit d'une autre façon, Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, quant à cette rupture entre les couches populaires et l'élite. De l'autre côté, il y a quatre éléments essentiels. 4 éléments essentiels pour voir ce genre de mouvement apparaître et remettre en question un certain nombre à la fois de modes de fonctionnement, allant jusqu'à remettre en question complètement le régime. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas tant l'apparition de ce mouvement qui est la preuve de la crise de la démocratie, mais de l'autre part, l'élection, comme je l'ai dit dans 2 conférences que j'ai animées et l'intervention dans une université la dernière fois, que l'élection de Trump et l'élection de Macron sont la preuve de la limite du système démocratique tel qu'il est connu, et croire régir la société, construire des élections avec la démocratie de sondage est une illusion qui a fini par provoquer ce genre d'événement. Il y a 4 critères pour l'émergence de ce genre de mouvement. Quand il n'y a pas un accès plus facile à la décision politique. C'est ce que tout à l'heure M. Nsi avait expliqué. À la décision. À la décision politique. D'accord. À la décision politique. Quand il n'y a pas un accès... Le mécanisme de la décision politique. Après, par la suite, je pense que la démocratie participative, et aujourd'hui, ce qu'on a connu nous dans nos sociétés, ce n'est pas simplement, à un certain moment, ce n'est pas simplement la démocratie, par exemple, dans les Djemma, ce n'est pas simplement la démocratie participative, mais c'est aussi la démocratie participative et d'initiative. Parce que avec les richesses populaires et les dynamismes... Vous parlez des Jma'a, des assemblées populaires qui sont constituées au niveau des douars, des hameaux, disons, des lieux-dits, des petits villages, qui sont des assemblées populaires élues et qui décident de la vie de la cité. Mais je vous laisse poursuivre. Il y a aussi l'instabilité de l'opinion de l'élite.
Je m'explique, l'instabilité de l'opinion de l'élite. L'élite se fait élire sur la base d'un certain nombre de promesses. Et quand la promesse n'est pas tenue, c'est ce qu'on appelle la rupture entre l'élite et les couches populaires. Un pouvoir politique local et ou national peu présent ou répressif. Le pouvoir local, là j'ai toujours donné... On peut parler de ça en France, bien sûr, représentatif ou répressif? Bien sûr, Djemeldine. En l'occurrence? Bien sûr, Djemeldine, peu représentatif dans le sens aujourd'hui, il y a des villes, il y a des villages, il y a à partir du moment qu'il y a une partie de la société qui se sent exclue de la sphère politique, et si on prend le Sénat, le Sénat en France, c'est un royaume sans roi. Depuis maintenant 4 ou 5 générations, on trouve qu'il y a une certaine forme de transmission de famille en famille, et c'est les mêmes familles qui détiennent le même siège au Sénat. Vous n'exagérez pas un peu? Je n'exagère pas, et ça c'est des études, y compris au Parlement. Y compris au Parlement. Oui, il y a des élites politiques qui sont dans des familles, mais pas à ce point. La professionnalisation de la politique, quand on trouve que dans un Parlement, il y a des députés qui ont fait 4, 5 mandats, c'est ce qu'on appelle la professionnalisation. Et la professionnalisation, ils sont élus. Maintenant, l'élection, Djemeldine, on vit dans un espace où, avec l'intrusion, avec les médias de l'instant, avec la construction. Oui, mais pour ne pas nous éloigner du sujet, avec la construction. Pour ne pas nous éloigner du sujet, est-ce que, à votre avis, ce mouvement qui s'est exprimé, qui s'est réalisé en un temps très court, de façon très efficace, très laborieuse, très pensée, comment ça a pu se faire? Uniquement grâce aux réseaux sociaux? Pas simplement les réseaux sociaux. Moi, j'avais participé au premier jour de naissance de Nuit debout à République. Il n'y avait pas simplement ce qu'on peut imaginer comme impensé, c'est-à-dire c'est un mouvement qui n'était pas pensé. Il y avait des militants du Parti communiste, il y avait du nouveau Parti anticapitaliste, il y avait des syndicalistes de la CGT, il y avait différents horizons de lutte qui, à un certain moment, il y a justement cet élément que Foucault a théorisé parce que juste après mai 68, il y avait un certain nombre de questions. Ils ont théorisé ça en l'appelant les nouveaux modes de lutte. Les nouveaux modes de lutte. Et ça, il y avait la transversalité, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la convergence. Et cette transversalité, c'est qu'elle rassemble des militants de plusieurs horizons et plusieurs causes. Et la convergence, c'est que dans ce genre de dynamique, il y a ce qu'on appelle l'immédiat. On cherche l'ennemi immédiat. Et l'ennemi immédiat, c'est pour ça qu'on voit dans un certain nombre de villes, on s'attaque à des édifices publics, comme c'est passé dans nos pays. Dans certaines manifestations, on a crié contre Macron, dans d'autres... Tout à fait. On a identifié, on a ciblé des adversaires, des cibles à abattre, des totems. Exactement. Mais le point commun, c'est quoi? Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est qu'il y a un ras-le-bol généralisé, il y a la crise du régime, il y a des limites de la démocratie telle qu'on l'a connue aujourd'hui, et il y a aussi ce que Jean Ziegler appelle le monde de la misère. Le monde de la misère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 500 familles qui détiennent 80% de la richesse mondiale, quand on voit, c'est-à-dire il y a un ordre mondial. À un certain moment, la transversalité va passer à la transfrontaliérité, c'est-à-dire ce serait des mouvements transfrontaliers, comme on en a connu à un certain moment, mais dans un autre cadre, dans le cadre communiste, dans d'autres cadres, mais l'impératif aujourd'hui, c'est la convergence des luttes. Nassim, il y a donc, personnellement, je ne vous cache pas, moi je suis en train d'essayer de comprendre si un tel mouvement, un tel phénomène
peut être imaginé dans des pays comme les nôtres, où les gens ne trouvent pas moyen de s'exprimer, d'exprimer leur volonté, leurs revendications, leurs aspirations. Vous pensez que c'est possible qu'avec des mêmes moyens, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les Algériens, par exemple, et entre autres, pourraient s'organiser de la même façon? Bien sûr, il n'y a pas de raison. Il y a souvent ce discours, dire que les Chab Jazairi, Meiboujiche, etc., mais de l'aveu même de l'État, il y a des dizaines de milliers de manifestations en Algérie. Alors peut-être pas dans les mêmes proportions qu'on voit en France, mais ça c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un historique démocratique en France, c'est-à-dire qu'on exerce la démocratie alors que, d'accord, qu'elle n'est pas parfaite, etc., elle existe. C'est-à-dire si vous voulez demain manifester en France, vous n'avez pas besoin d'autorisation, il suffit d'aller en préfecture, et même si vous ne le faites pas, on ne va pas vous tabasser, vous n'allez pas vous retrouver en prison comme en Algérie. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a ce facteur-là. L'autre facteur, c'est que le traumatisme vécu par les Algériens n'est pas, en tout cas dans l'histoire, n'est pas celui du peuple français, en tout cas dans les 50 ou les 60 dernières années. Donc on peut expliquer effectivement, mais je dirais le peuple algérien, même si la notion de peuple elle est très vague, il faut quand même bien truc, mais bon, on va dire Chab el-Jazairi d'une manière générale, manifeste tous les jours. Vous avez des oui, gens... mais de façon dispersée, sans mot d'ordre, chacun pour soi, chacun dans son village, chacun ses propres revendications. D'accord, oui, mais je suis tout à fait... C'est pas comme cette manifestation qui est... Je suis tout à fait d'accord. Bon, après, il ne faut pas non plus donner un caractère homogène à les manifestations des Gilets jaunes en France. Premièrement, elle est caractérisée par son horizontalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont sur ce Facebook, ils ont dit on en a marre des hausses du carburant, sauf que dans ce mouvement-là, il y a des gens qui veulent plus d'État en France, il y a des gens qui ne veulent pas beaucoup d'État, c'est-à-dire réduire la dépense de l'État au sein dans l'État français. Donc il n'y a pas une revendication homogène. Il y a des gens qui demandent la baisse des carburants, mais il y a d'autres qui veulent plus loin, c'est-à-dire supprimer l'ISF. Il y a d'autres qui sont carrément pour un changement du régime et passer à une 6e République. Donc, il n'y a pas, c'est pas... Mais c'est normal, parce que, comme vous le dites vous-même, il n'y a pas encore de leader qui pourrait cristalliser les mêmes aspirations. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, tout simplement, qu'on peut, effectivement, en Algérie, même si, effectivement, c'est localisé, c'est aussi des revendications diverses et variées. Sauf qu'on n'est pas encore arrivé, effectivement, à ce que le peuple algérien, mais encore une fois, la France, par exemple, a été traversée par de multiples manifestations qui ont été très localisées en Île-de-France, dans le sud de la France, dans l'est de la France, etc. Il a suffi, voilà, ils ont trouvé l'idée géniale du gilet jaune, pour fédérer toutes les volontés des gens qui veulent changer le système en France. Et effectivement, ça a abouti. Donc il suffit, comme il disait Saïd, voilà, il suffit de rien du tout pour un incendie. On sait pas, voilà, donc on ne peut pas transposer le système français à un système algérien. Il faut trouver qu'est-ce qui va, je dirais, faire bouger les Algériens. Peut-être c'est pas le gilet jaune, ça peut être autre chose. Il y a une campagne sur Facebook qui est l'écharpe blanche contre le Fessed, etc. Donc, par contre, on sait que... C'est quoi cette écharpe blanche? L'écharpe, c'est un groupe de jeunes qui ont lancé une campagne. C'est des jeunes sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ils ont porter une écharpe blanche pour... Voilà, d'ailleurs, je devais la porter parce que je l'ai dans la... Désolé, je l'ai oublié. Mais j'ai vu ça pour lutter contre la corruption. S'exprimer d'une certaine manière. Exactement. C'est un peu notre gilet jaune à nous. Un petit peu. Écharpe blanche. Bon, peut-être ça n'a pas eu l'effet escompté, mais ça prend. C'est une mayonnaise qui prend, en tout cas dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire ceux qui sont contre la corruption, ils mettent une écharpe blanche. Ce que je voulais dire, c'est que il faut donner le temps au temps, mais il y a quand même quelque chose où il y a une similitude entre la France et l'Algérie. Alors bien sûr, je ne compare pas l'incomparable. Vous avez effectivement ici des vrais élus, il y a un vrai programme politique, il y a de vrais politiciens, etc. etc. Mais je constate néanmoins qu'il y a quand même une similitude. Premièrement, la centralité de la décision politique. En France, c'est pas du tout... Le jacobinisme, comme ils disent. Voilà, c'est pas du tout, c'est décentralisé. Et ça porte du tort à la France, contrairement à d'autres pays. C'est pas plus centralisé qu'ailleurs, je trouve. Il y a des régions. Non, c'est beaucoup plus centralisé en Allemagne.
C'est beaucoup plus décentralisé en Angleterre. En Suisse, les cantons. Alors en France, en Suisse, c'est encore. Si je peux me permettre, pardonne-moi, il reviendra. Il a parfaitement raison de ce qu'il vient de dire sur la centralité. Parce que ce que nous voyons avec les gilets jaunes, c'est une démarche girondine. C'est une démarche girondine. Vous avez dans votre intervention tout à l'heure, dans votre introduction, dit que c'est régional. Oui. Bon, il y a des représentants régionaux, mais il y a des leaders, ça c'est autre chose. Il y a des leaders, mais ce sont les régions qui s'expriment. Ce n'est pas la centralité. C'est-à-dire qu'il y a une révolution, j'allais dire, girondine, qui est en train de se passer. Dans cette... Donc il y a un manque de décentralisation au niveau de la France, ce qui est exactement le cas en Algérie, multiplié par 5 parce que notre territoire il est beaucoup plus important. Donc il n'y a pas d'autonomie au niveau de la décision politique aussi bien en Algérie qu'en France. Vous avez, comme il disait Saïd, la carrière politique, c'est-à-dire en France on a des députés qui sont de 40 ans députés, ben on le voit aussi, on a un président que ça fait 20 ans qui est, encore une fois je compare, vraiment, je relativise quand je compare, mais néanmoins, ici il y a la notion de carrière politique. Vous avez parlé de la Suisse, le président suisse, c'est pas un politicien. Il a des indemnités quand il se déplace à l'ONU, etc., etc. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un que quand il fait sa mission de président, il revient à son cabinet médical parce qu'il est médecin. Je donne un exemple. Ici, c'est une carrière politique. Et la carrière, elle est prédéterminée par des études bien spécifiques. Vous sortez de l'ENA, Polytech, etc., etc. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, l'opulence de l'État et le poids de l'État dans la dépense publique. Aujourd'hui, et ça, on le voit à l'OCDE, dans les études internationales, on voit que le poids de l'État, aussi bien le fonctionnement, alors le fonctionnement, on peut dire qu'en France, on est un petit peu dans la moyenne européenne, mais le poids de l'État dans les prélèvements obligatoires, aussi bien les charges que les taxes, c'est le plus important au monde. L'étude, elle est sortie encore aujourd'hui de l'OCDE. En France, c'est 48,5% du poids de l'État dans la dépense publique. On est dans une moyenne de 30%. Donc effectivement, il y a un ras-le-bol général. Et ce ras-le-bol-là, je dois dire qu'on peut aussi le comparer à l'Algérie. L'Algérie, peut-être que ces révoltes-là, en tout cas, vont avoir lieu. Parce que les mêmes symptômes sont présents également dans la société française. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui font partie de l'élite, ils ne font jamais de prison, ils volent des millions, ils font de l'évasion fiscale, et ils se retrouvent avec 4 ans de sursis, et le mec qui vole un paquet de pâtes, il se retrouve avec 2 mois de prison ferme. Donc il y a aussi cet aspect, cette injustice ressentie par les Français, mais elle est aussi ressentie par les Algériens, mais c'est multiplié par 100. Parce qu'en Algérie, contrairement à la France, il n'y a pas encore un filet social. C'est-à-dire qu'ici, même s'il y a effectivement un État, une fiscalité importante, il y a un filet fiscal, il y a des aides sociales. Là-bas, le poids fiscal pèse sur les salariés, il n'y a pratiquement qu'eux qui payent. Juste apporter une précision pour que les téléspectateurs qui ne connaissent pas l'Algérie comprennent un peu vos comparaisons. Le SMIC en Algérie, alors que les produits du marché coûtent à peu près la même chose qu'en France, globalement. Parfois plus, parfois moins, mais en moyenne, à peu près la même chose. Hormis quelques produits de première nécessité comme le pain, la farine, l'huile. Le SMIC en Algérie est l'équivalent de combien ? 18 000 dinars. 90 euros à peu près, auto du marché parallèle. Alors que les prix sont les mêmes. Parce que personne ne change. Alors que les prix du marché sont les mêmes, le SMIC en Algérie de 90 euros. Brahim Younsi, j'aimerais que nous puissions revenir à nos sociétés. Si demain nos sociétés pourraient adopter des modes d'expression pareils, sans en arriver à la violence, à la répression. Mais j'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose d'autre. Oui, parce qu'il vient de soulever un problème. À condition que vous fassiez vite, parce que... dont j'ai parlé, la Suisse. Oui. La Suisse est dans la souveraineté populaire. Parce que directement, le Sénat, ben oui, directement, ben oui, tout le monde est élu, mais y compris les juges. Ils ne sont pas très nombreux. Non, quand même. Le problème n'est pas là. Le problème est dans le mode. S'ils étaient 50 millions, ils auraient pu se le permettre. Oui, absolument. 70 millions, ils auraient pu. Dans le cadre d'une décentralisation, d'une autonomisation des régions, l'Allemagne, elle n'est pas dans ce cas-là, où la démocratie populaire. Comment on les appelle déjà les États allemands, les Länder? Les Länder. Les Länder. Mais bon. Ce n'est pas la même chose, mais presque. Mais l'Allemagne, c'est Cincinnatus, le président helvétique.
C'est Cincinnatus. Cincinnatus, c'était comme ça à l'époque à Rome. Il était paysan, agriculteur, il était à sa charrue. Quand il y avait une crise, on l'appelait. Il réglait la crise et il retournait à ses champs. Il retournait à sa charrue. Mais il y a une autre problématique qui se pose à travers les gilets jaunes, à mon sens. À partir du moment où on veut aller, je ne dis pas qu'on va, mais on veut aller. Ce mouvement gilet jaune veut y aller, veut aller à cela. La France insoumise, d'une certaine façon, il pousse, elle souffle. L'extrême droite aussi, les anarchistes aussi. Sur la Bresse. C'est le stato-nationalisme. C'est-à-dire que, en faisant une espèce de révolution girondine, c'est l'État-nation qui est... Il y a une remise en cause de l'État-nation. D'autre part, à travers ce mouvement-là, d'autre part, on a vu ces mouvements-là ailleurs, ce que ça a donné. Podemos, le mouvement 5 étoiles, etc. Bon, on les voit agir. Et comment ils fonctionnent. Syriza. Et comment? Pardon? Syriza en Grèce. Pas de Syriza en Grèce, absolument. Bon, on les voit comment ils fonctionnent. Bon, la France est en train d'aller vers vraiment un régime différent, tout à fait différent, si, bien entendu, les gilets jaunes arrivaient à imposer. Parce qu'il y a des gens quand même... Mais encore loin de la coupe aux lèvres, hein. Pour le moment, ça reste un mouvement populaire, très diffus. Non, c'est pas seulement cela. Pas très structuré. On les voit parler. On ne sent pas une vraie idéologie derrière. Si. Déjà, il y a plusieurs tendances. Si, mais il n'y en a pas une seule. Si vous voulez, l'idéologie qui est commune. Oui. Qui est commune à tous ceux qui sont là. C'est la souveraineté populaire. C'est la remise en cause du régime. D'accord, oui. Moi, je ne crois pas que c'est vers une sixième république qu'on va y aller. Mais vraiment une rupture. Vous pensez que ça pourrait amener la société civile à repenser son mode de fonctionnement politique? Oui, évidemment. Mais, donc, la question de l'État national va se poser en France. Comme il se pose. J'ai l'impression que ça se pose partout dans le monde. Oui, ça peut se passer partout dans le monde. Oui. D'ailleurs, l'État-nation, il vient de l'Europe, il ne vient pas de chez nous, comme beaucoup d'autres choses. Mais chez nous, comment est-ce qu'on peut arriver à ce type Voilà. La question, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, le temps de faire un tour de table. Comment faire mais que ce soit pacifique. Parce que là, en l'occurrence en France, il y a eu l'intrusion des casseurs, d'extrémistes de tous bords, qui ont un peu dégénéré la situation. Et vous savez qu'en Algérie, c'est pas comme en France, malgré toutes les dégradations, il n'y a pas eu de morts quasiment, sauf 2 qui sont morts quasiment par accident. En octobre 88, il n'y a pas eu le centième de dégradation de ça. Il y a eu 500 morts fauchés à la mitrailleuse. Plus que ça. Vous voyez. Oui, plus que ça, parce que nous avons à la tête de l'État une armée qui veut détenir et continuer à détenir le pouvoir. C'est ça la question, hein, en fait. Oui. Vous me le faites penser. C'est l'armée qui... c'est pas la police, c'est pas l'État civil. L'armée française pourrait agir, mais pour le moment, les choses sont contrôlables. Les choses ne dérapent pas. Les choses dans le sens où, que les gilets jaunes me pardonnent, où la chienlit, celle qu'on a vue, cassée, etc., où la chienlit l'emportait sur ceux qui veulent un simple changement de régime. Porter une contestation. Absolument. Si la chienlit l'emportait, l'armée interviendrait. Oui, mais après que l'état d'exception soit décrété, et elle interviendrait dans un cadre, on ne demanderait pas de tirer à hauteur d'homme, de faucher 500 jeunes. Dans le cadre des institutions actuelles. Absolument. Évidemment. Est-ce qu'elle sauverait le régime? Et puis ce ne serait pas l'armée qui déciderait, ce serait le politique qui déciderait de faire appeler l'armée. Tout à fait. Et c'est là où je voulais en venir, parce que vous avez aussi des gens de ces gilets jaunes qui ont formé un gouvernement. Quand je dis veulent imposer un gouvernement à Macron, en proposant même un Premier ministre, l'ancien chef d'état-major, le général de Villiers. Oui, mais là, ça relève un peu de la farce. Ce n'est pas anecdotique. Ça s'est passé à la télévision française. Mais ce n'est pas. Ce sont des personnes isolées qui n'ont pas été déléguées par l'ensemble. Ça ne déporte pas, bien sûr. Mais les tendances, s'il a prononcé cela... C'est une tendance qui s'est exprimée. Mais c'est quand même... Ça révèle les arrière-pensées. Et qu'il y a derrière, non pas simplement, comme vous dites, une espèce de magma de personnes qui se retrouvent, mais
des gens qui pensent. Saïd Aknin, en tout, je crois qu'il y a eu 3 morts pendant ces événements, dont une Algérienne de 80 ans qui a été flashée, qui a été abattue, j'allais dire. Hein, enfin, un policier lui a tiré un flashball, je crois. Non, une bombe lacrymogène. Oui. En plein visage, elle a décédé après. Mais sinon, est-ce que vous voyez un tel mouvement se reproduire en Algérie, mais de façon pacifique? Est-ce que cela pourrait être possible à travers les réseaux sociaux, dont vous-même êtes un fervent pratiquant, j'allais dire? Oui, l'Algérie a vécu plusieurs expériences. Il y avait des expériences malheureuses. Ce que notre président légitime, comme j'aime bien le dire, paix à son âme, appelait la spécificité algérienne. Pourquoi spécificité algérienne? Président légitime, vous parlez d'Aït Ahmed? Aït Ahmed, effectivement. Spécificité algérienne, pourquoi? Parce que c'est l'un des rares pays au monde où, juste après l'indépendance, les frères d'armes se sont donnés à tuer, à bout portant, armes à feu, leurs frères d'armes. Et ça crée un état d'esprit et ça construit des états d'esprit. Ça construit une certaine forme, entre guillemets, que j'appellerais une idéologie. Ceci est fait en 1963, mais pas que. 1980 aussi, il y avait un mouvement, il y avait une dynamique. 1981, c'est-à-dire ce qu'on appelait le printemps berbère. 1981, c'était à Achlef. 1986, c'était à Constantine. 1988, c'était pratiquement un peu partout et surtout à Alger. Ce qui s'était passé en 92 aussi, ce qui s'est puis par la suite en 2001 en Kabylie et dans le centre du pays. En France, il y a une culture de médiation. Et là, je donne juste un élément très important, anecdotique, mais qui peut donner un peu un aperçu de ce qu'est nos pays et de ce que les autres pays. En France, j'y vis depuis maintenant 14 ans, je ne connais pas le nom d'un général. Parce que l'armée est au caserne, elle n'est pas là en politique. Qui connaît le nom d'un général ici en France? Oui. On ne connaît pas les noms des généraux, les citoyens. Personne ne les connaît, d'ailleurs. Par contre, en Algérie, tous les généraux... Ah si, On est en France? bien sûr. Moi, je ne les connais pas. On connaît 2 ou 3 comme ça parce qu'ils sont médiatisés, mais on ne les connaît pas. Ou sinon les initiés, ceux qui sont des militants, ceux qui suivent un peu les nominations. On nomme le général qui avait pris la dernière fois des positions contre un certain nombre de choses. On connaît, mais sinon, le peuple ne connaît pas les noms des généraux. Chez nous, il y a l'état d'esprit du tout sécuritaire. Il n'y a pas de culture. Ceux qui détiennent la colonne vertébrale de ceux qui détiennent le pays n'ont pas l'état d'esprit de la médiation. Ici, c'est une même spécialité universitaire, c'est ce qu'on appelle la médiologie. Chez nous, c'est dès qu'il y a ce qu'on a appelé aussi à un certain moment les frontières cognitives. Ceux qui drivent le pays ne peuvent pas accepter un autre avis que le leur. Et ils croient que le pays leur appartient, c'est une propriété privée. Alors que ici en France, le pays n'appartient pas à ceux qui le gouvernent. Il y a une alternance, bien qu'il y a des insuffisances. Il y a ceux qui souhaitent à ce qu'on passe à la 6e République, mais ça pourrait être aussi une crise mondiale. Quand on voit par exemple ici en France, les 100 familles les plus riches ont touché l'année précédente 410 milliards d'euros. Quand l'évasion, le montant de l'évasion fiscale est évalué à 1100 milliards d'euros. Mais j'aimerais que nous restions un peu dans l'Algérie parce qu'il reste plus de temps. Je reviens. En Algérie, cette spécificité aussi, c'est qu'en 1988, des jeunes, ce qu'on a appelé le sanguinaire, kharjou bash yissarqou père Stan Smith. Le général sanguinaire qui devrait être au TPI ou au CPI, au tribunal populaire. Les conditions sont les mêmes, les conditions objectives sont les mêmes. Et puis tous les traumatismes qu'a subi le peuple algérien, la décennie noire, on n'en sort pas aussi facilement que ça des traumas que nous avons subis. Sinon, quand on me dit à moi qu'il n'y a pas une conscience, qu'il n'y a pas... C'est faux, on voit bien ce qui se passe. Quand il n'y a pas un flic au-dessus des têtes, on voit bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un paramètre de mesure du degré de conscience de la société. Ben justement, à propos des réseaux sociaux, Nazim,
C'est vrai que les Algériens fréquentent beaucoup les réseaux sociaux, malgré les difficultés qui leur sont faites. Nous savons tous qu'il y a une véritable politique de, comment dirais-je, comment on dit, pour brider le débit. Voilà, pour brider le débit. Moi, plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Et malgré ça, les Algériens s'intéressent énormément aux réseaux sociaux. Ils y restent des heures pour regarder une vidéo, mais ils y vont. Alors, comment expliquez-vous que malgré leur assiduité dans les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à s'organiser pour résister contre ce régime? Non, il y a plusieurs facteurs. Pour s'exprimer, tout simplement, publiquement, sur la voie publique. Non, on ne peut pas dire ça. Par exemple, vous avez des gens qui ont appelé par exemple à Stef, عندنا مثلا Islam Tobouch, عندنا Ibrahim, à Mstaghanem. Vous avez des gens qui se font juste parce que Tajamhur, vous vous retrouvez en prison, il y a quelqu'un qui se retrouve en prison avec sursis, l'autre qui est. Donc il y a des volontés, il y a des gens qui vont, je dirais, manifester. Le problème, c'est qu'ils sont une dizaine, quinzaine, et ils se font vite enlever par la police. Donc il y a ce phénomène-là. Effectivement, le problème, c'est, je dirais, multidimensionnel. Parce que, premièrement, on parlait depuis tout à l'heure de la France. Malheureusement, les élites ont failli également en Algérie. Il n'y a pas d'élite. Donc, ça, c'est un premier facteur important. Second facteur important, c'est qu'effectivement, même s'il y a des jeunes qui activent sur les réseaux sociaux, et ça, on l'a vu. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais en tout cas, depuis les révolutions arabes, avant 2001, moi, j'étais pas un grand utilisateur de Facebook, ça parlait que de foot chez les jeunes. Aujourd'hui, ça parle plus de foot, ça parle politique pratiquement matin et soir. Donc, effectivement, même les révolutions arabes ont donné envie aux gens, ont donné, je dirais, ce sens de il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils soient. Mais on est toujours dans une phase de conscientisation. Mais par contre, la phase d'organisation, c'est aux élites, c'est aux partis politiques. Malheureusement, les partis politiques, on les connaît. Et c'est à eux d'organiser tout ça. En France, le mouvement des Gilets jaunes, oui, il n'y a quasiment pas eu d'élite. Non, mais attention. Mais regardez comment, quand vous n'êtes pas organisé, comment vous pouvez être... je dirais, on introduit des éléments violents. Il ne faut pas quand même effacer toute l'histoire d'une humanité en termes d'organisation. L'organisation reste un élément très important parce que si vous n'êtes pas organisé, c'est-à-dire que voilà, vous serez chargé de la ceinture de sécurité, lui sera chargé de la communication, etc., etc. Quand vous n'avez pas ça, regardez ce qui s'est passé à Paris. On a quand même détruit des maisons, on a détruit des voitures, on a incendié des locaux, on a fait une razzia sur certaines boutiques de luxe. C'est quand même l'organisation et c'est quand même le maître mot dans ce genre d'organisation. Et surtout, comme vous avez dit, en Algérie, où on manque de ça depuis des années, où le régime, malheureusement, a tout fait pour casser la société civile, effectivement, on n'aura pas d'organisation. Et vous le voyez vous-même, hein, c'est-à-dire même dans les déclarations, c'est soit Bouteflika, soit il n'y aura rien du tout. Ils n'ont pas tort dans un sens, parce qu'ils ont tout détruit dans leur passage. Et malheureusement, ils le disent, voilà, si c'est pas moi, eh ben, ce sera des moqueries, des machins, des bidules, et ça va être le fauda, et ça va être le truc. Un dernier tour de micro, 1 minute chacun. Est-ce que vous pensez qu'une telle méthode pourrait jouer en Algérie pour ce qui est des élections présidentielles, qui sont en train de patauger complètement? C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Parce que ici, la plupart de ceux qu'on voit ont eu, à un moment ou à un autre, une expérience associative, une expérience syndicale, une expérience politique, parce qu'ils étaient dans des partis politiques, etc. Et ils ont marre de ce système-là. Mais ce que l'on voit, à travers les idées qui émergent, en direct, c'est que les gens concilient leur base théorique, parce qu'il y a de la théorie. C'est ce que nous oublions souvent. Il y a des idées qui se cachent derrière ça. Il y a des idées qui habitent les actes qui sont posés, y compris la violence. Y compris la violence, parce que ce sont des gens qui... Rien n'est comme ça, c'est pas gratuit. Tombé du ciel. C'est pas gratuit. Ouais. Il y a des théoriciens de la violence qu'ils connaissent bien. Pour ne citer qu'un, Georges Sorel.
Cela implique quand même que c'est un mouvement homogène qui a la même idéologie. C'est pas du tout le cas. Vous avez des groupes à droite, à gauche, où des fois c'est vraiment antagoniste, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui demande, je sais pas, la monarchie, l'autre. Donc forcément, on peut pas quand même dire que sur 1 million de pétitionnaires, ils sont tous derrière quelqu'un pour théoriser la violence, théoriser ça. Oui. Le problème n'est pas là. Oui, attendez. Vous pouvez pas le problème n'est pas. Oui. Le problème n'est pas là. Le problème est dans l'ennemi. C'est l'ennemi qui rassemble, qui unit, parce qu'il y a un ennemi commun. C'est ça la grande. Il unit tant qu'il reste à combattre, puis après on passe à autre chose. C'est ça. C'est cela. Après, ça sera peut-être entre eux. C'est pour ça que si la Chianli s'y mettait, ce mouvement-là dégénérerait complètement. Donc, est-ce qu'il y a des bases théoriques sur lesquelles est fondé le mouvement? Et à l'évidence, oui. Mais est-ce que dans la pratique politique, on va y arriver? C'est autre chose. Il reste 1 minute, Saïd. Est-ce qu'une telle méthode peut jouer pour résister contre ce qui se passe en termes d'élection présidentielle en Algérie? Je suis issu des structures syndicales autonomes et horizontales qui ont le même mode de fonctionnement de ce qu'on voit ici. J'ai pratiqué cette forme de lutte pendant 8 ans. Aujourd'hui, au vu d'un certain nombre d'éléments objectifs. 1. Rupture entre l'élite et le peuple. 2. Des structures existantes sclérosées. 3. Les facteurs objectifs d'une révolution ou d'une métamorphose ou d'une implosion. Je dirais, on pourrait même aller beaucoup plus loin, on peut même les dépasser. Mais dans ce genre de dynamique, il y a 3 temps. Il y a le temps de la spontanéité, le temps de l'organisation, et ici, c'est le temps, après par la suite, c'est le temps du politique et des médias. Chez nous, c'est le temps international et le temps de la manipulation. Mais, on va y arriver. Le peuple algérien va arriver. Aujourd'hui, il est bloqué pour plusieurs raisons. Il y a la peur, il y a le système, il y a le DRS, il y a les flics, il y a la mafia, il y a la corruption, il y a empêchement de la citoyenneté. Regardez, je vous donne juste un dernier élément. Ils ont été manifestés, ils étaient 4 ou 5, contre la venue de Ben Salman. Ils ont été embarqués et ils n'ont été relâchés qu'après qu'il est parti. Ouais. Comment voulez-vous qu'il y ait, justement, on essaye de régenter la société par la peur. Sinon, aujourd'hui, le facteur social et économique et de liberté, c'est-à-dire le facteur politique, sont des éléments essentiels et ils vont mobiliser la société. Je reviens à vous, Brahim Youssi, dans un moment. Nazim, très vite. Pardon, la question, c'était le mot de la fin. Est-ce qu'en Algérie, vous voyez que c'est transposable dans le cas des élections présidentielles? Non, pas ce du genre tout. de méthode. Non, pas du tout. Parce que pour la bonne et simple raison, et ça je l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une absence totale d'une société civile organisée. Quand on ne sait pas où on s'en va, tous les chemins mènent vers un mur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer la situation française avec la situation algérienne. La situation française, c'est l'un des pays où on adhère le plus aux politiques, c'est-à-dire où ils ont les cartes de membres de partis politiques. Ils ont des syndicats, même s'ils sont faibles, ils ont des syndicats. Ils ont des structures locales. Il y a des centaines de milliers d'associations en France. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Quand on n'est pas organisé en Algérie, et si ce mouvement naît en Algérie, je vais vous dire que ça va être le fauda généralisé. Non, il faut organiser, puis après avoir des revendications claires pour pouvoir sortir de la crise. 30 secondes, Brahim Youssi. 30 secondes. Le mouvement que nous voyons, il se fissure. Il s'est fissuré. Oui. Il y a des gilets... On s'y serait attendu. Hein. Non, mais il y a des gilets jaunes libres. Et ces gilets jaunes libres, quel est leur mouvement, quelle est leur idéologie? C'est des gens de l'extrême droite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent derrière. Il y a des gens qui pensent, qui poussent et qui pensent. Moi, je ne crois pas à une spontanéité. D'autre part, il y a 2 concepts qui émergent à travers ce que nous voyons. 2 concepts. C'est celui de la patrie et bien sûr le peuple. Oui. Et bien sûr le peuple. Et ça, c'est... Merci Brahim Youssi. Merci Saïd Aknim. Merci Nazim Taleb. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, bislama.